Après cette magnifique vue sur mes attributs visuels, let's get into it! Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Alors, vous allez tout d'abord me dire, oui, t'as disparu, t'étais où? Oui, j'ai disparu, mais j'étais en vacances, hein, ok. En fait, en réalité, j'ai préparé beaucoup de vidéos que j'étais censée publier pendant mes vacances au mois d'août, sauf que ça n'a pas pu se faire parce que juste avant mes vacances j'ai été très malade et après j'étais très fatiguée, j'avais de la famille, c'était un peu compliqué pour moi de m'occuper en fait de montage et tout ça. Donc au final je me suis dit bon, on va se retrouver en septembre, sauf que moi je suis rentrée de vacances le 9 septembre pour des raisons un peu personnelles. Et quand je suis rentrée, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentrée? Quand je suis rentrée, je suis rentrée le 9 septembre. Et le week-end suivant, j'ai été bloquée aux urgences de 18h jusqu'à 5h le samedi matin. Donc quand je suis rentrée, c'était impossible pour moi de filmer parce que j'étais très fatiguée. Et le week-end qui a suivi, j'avais des courbatures de dingue parce que le fait de reprendre le sac, les transports, tout ça, en fait, ça m'a... Du coup, je posais le pied à terre, déjà j'avais froid. Et ensuite, je posais le pied à terre, j'avais l'impression de recevoir des décharges électriques. Donc c'était tout simplement pas possible pour moi de filmer. Donc là on est le 3e week-end où je me sens mieux, je suis posée, je vais bien, merci. Et donc je me suis dit let's get into it, let's filmer. Donc j'ai sorti mes gros setups de lumière, machin truc. Et là je me suis dit, j'ai eu une idée de génie. Je me suis dit attends, ce serait bien. En fait ça fait un moment que je cherchais un moyen de filmer dans une ambiance un peu comme ça. Genre je sais pas si vous voyez. Et je trouvais pas. Et en réalité j'avais acheté ces deux petits projecteurs en quelque sorte pour de la photo en réalité. Et là je me suis dit attends, et si j'essayais deux? Donc là je les ai mis et en fait je me suis rendu compte que j'adorais l'effet que ça fait. Et juste devant j'ai mis en fait l'un de mes setup lumière que j'ai dont je gère en fait la lumière, l'intensité avec une télécommande. Donc je l'ai mis vraiment l'intensité à je sais pas, limite 5%. Et là t'as les deux projecteurs, c'est eux qui m'éclairent vraiment, genre je sais pas si vous voyez, j'adore mon truc là, l'ombre de ma main. Et en fait ils sont très puissants, j'adore, mais vraiment j'adore. Donc au final ça va être le nouveau décor, le nouveau la nouvelle présentation de ma chaîne. J'espère que vous allez aimer quand même. Et si on parlait des histoires de meurtre et mystères? Alors avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent, qui ont existé, qui se sont déroulées ou qui se déroulent, je sais pas, non pas qui se déroulent, mais qui se sont déroulées dans ce monde. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler officiellement d'histoires de meurtre ou d'histoire de mystère en quelque sorte. Je vais plutôt vous raconter l'histoire de Elizabeth Holmes, qui était une ancienne chef d'entreprise d'une société de biotechnologie et qui a été reconnue coupable de fraude criminelle. Alors, qui est Elizabeth Holmes? Elizabeth Ann Holmes est née le 3 février 1984 à Washington. Alors, depuis sa tendre enfance, Elizabeth rêvait de créer quelque chose qui allait changer le monde, ce qui va l'amener à devenir une fan incontestable des plus grands créateurs de ce monde, spécialement de Steve Jobs. Pour ce faire, Elizabeth va donc inventer une nouvelle méthode d'analyse de sang en prélevant uniquement une goutte de sang du patient. Ses professeurs à l'université de Stanford vont essayer de la dissuader en lui faisant comprendre que ce n'était pas possible. Le truc c'est que Elizabeth ne va pas écouter ses professeurs et elle va néanmoins réussir à convaincre le doyen de l'université et les conseillers de l'université pour qu'ils soutiennent ses recherches, ce que ils vont accepter d'ailleurs à ma grande surprise. Et Elizabeth va donc créer sa société en 2003 qu'elle va nommer The Real Time Cures. Suite à ça, Elizabeth va présenter une machine qu'elle va surnommer l'Edison en référence à
Thomas Edison. Elizabeth prétendait que cette machine pouvait réaliser jusqu'à 200 analyses de sang en quelques minutes et cette machine fonctionnait avec des tout petits tubes dans lesquels était prélevé le sang et ces petits tubes du coup que sa société fabriquait, elle les a surnommés le Nanotainer. En 2004, Elizabeth va changer le nom de sa société pour Theranos qui est une combinaison entre le mot thérapie et diagnostic. Elizabeth va ensuite louer un laboratoire et des sous-sols pour ses bureaux et dès décembre 2004, Elizabeth va réussir à obtenir environ 6 millions de dollars d'investissement. Sachez que tous ceux qui ont investi chez Theranos n'avaient reçu aucun document, genre vraiment aucun document prouvant que la technologie de Elizabeth fonctionnait en réalité. Donc vous l'aurez compris, Elizabeth est une charmeuse. Je parle de charmeuse genre comportement, ok. Donc à travers les mots, elle avait réussi à trouver les bons mots pour convaincre ses investisseurs d'investir dans sa société sans que ceux-ci n'aient reçu aucun document prouvant que sa société avait réussi à faire quelque chose genre de vrai. Mais c'est une dinguerie. Le premier investisseur principal de Theranos était Tim Draper, qui a investi 1 million de dollars dans la société sans se poser aucune question, sans avoir reçu aucun document, ce qui fera que dès 2010, Theranos aura un capital d'environ 92 millions de dollars. De cette même manière, Elizabeth va réussir à convaincre plusieurs multimillionnaires d'investir dans Theranos, ce qu'ils vont faire évidemment. C'est ainsi que en 2011, après seulement une rencontre de 2 heures de temps avec Elizabeth, l'ancien secrétaire d'État George Shultz va rejoindre le conseil d'administration de Theranos. Alors, Elizabeth dirigeait sa société, son entreprise, dans un mode assez furtif et très secret. Genre, les employés devaient signer plein de clauses, genre par exemple l'une des clauses disait qu'ils ne devaient pas parler de leur boulot ni à leurs amis ni à leurs parents, personne ne devait savoir ce qu'ils faisaient. Donc en 2014, Elizabeth va faire la couverture de Forbes et Inc magazine et ce qui va choquer tout le monde, c'était son style vestimentaire qui ressemblait un peu trop bizarrement à celui de Steve Jobs. Sur le magazine de Forbes, Elizabeth a été désignée comme la plus jeune milliardaire autodidacte. À ce moment-là, la valeur de Theranos avait atteint les 10 milliards de dollars et 400 millions de capital. Ce qui va faire que Elizabeth, avant fin 2014, a dû embaucher environ 800 employés. Et donc, peu de temps après avoir fait la couverture du magazine de Forbes, la fortune personnelle d'Elizabeth Holmes va atteindre les 4,5 milliards de dollars. Un jour, un journaliste du nom de John Carreiro va recevoir une information d'un expert médical qui va lui dire que, en réalité, aucune des machines ou inventions d'Elizabeth Holmes ne fonctionnait en réalité. John va donc décider de mener sa propre enquête et il va donc se mettre à interroger des anciens employés de Theranos et ceci va bien porter ses fruits parce qu'il va obtenir toutes les preuves dont il avait besoin pour entamer une guerre contre Theranos. Au bout d'un moment, les investigations de John vont commencer à faire des sortes de bruits vite fait. Donc, vont parvenir aux oreilles de Elizabeth, qui va donc découvrir qu'un certain John Carreiro l'avait dans son collimateur. Et elle va donc décider d'envoyer son armée d'avocats pour essayer d'empêcher le journaliste de sortir son article. En octobre 2015, John va donc décider de publier son article qui va révéler toute la vérité sur Theranos. Alors l'article va confirmer que les machines et supposées inventions de Theranos ne fonctionnaient pas en réalité et que quand les partenaires de Theranos leur demandaient à Theranos d'effectuer des analyses médicales, ces analyses n'étaient même pas effectuées au sein de Theranos mais étaient effectuées dans d'autres petits laboratoires que Theranos sous-traitait. L'article va aller plus loin et révéler que lorsque Theranos décidait de ne pas sous-traiter certaines analyses et de les effectuer au sein de son laboratoire sur des machines traditionnelles, les résultats qu'ils obtenaient étaient très loin
de la réalité. Ce qui a fait que certains patients ont été informés qu'ils avaient le cancer et qu'ils n'avaient que plus qu'une semaine ou un mois ou un an à vivre alors qu'ils étaient en bonne santé, et pour d'autres qui étaient en réalité très très malades et qui allaient peut-être mourir dans un mois, dans 2 mois, dans un an, recevaient des résultats normaux. Suite à ces révélations, Elisabeth va décider d'aller dans l'émission Mad Money de Jim Cramer pour essayer de démentir toutes les révélations de l'article. En janvier 2016, une inspection sera faite à Theranos par les responsables de la santé publique et ils vont noter beaucoup de dysfonctionnements. Et principalement que le personnel n'avait pas le matériel adéquat et que les procédures d'analyse basiques ne sont pas respectées. Suite à ça, en juillet 2016, le CMS va interdire à Elizabeth Holmes de posséder ou de diriger ou de même conseiller n'importe quel laboratoire d'analyse pendant 2 ans. Theranos va donc commencer à perdre ses principaux partenaires, sauf que Elizabeth ne va pas s'avouer vaincue. Pourquoi s'avouer vaincue? En août 2016, Theranos va présenter une nouvelle machine, une nouvelle invention qu'ils vont appeler le Minilab. Sauf que, comme vous l'aurez deviné, celui-là non plus ne fonctionnait pas. En 2017, l'État d'Arizona va engager des poursuites contre Theranos pour avoir effectué de fausses analyses de sang. Puis en 2018, le désespoir de l'entreprise va devenir flagrant quand ils ont dû virer pratiquement tous leurs employés. En juin 2018, un grand jury va inculper Elizabeth et Sonny, son vice-président, le vice-président de Theranos, pour 9 chefs d'accusation de fraude électronique et 2 complots pour commettre des fraudes électroniques. En septembre 2018, l'entreprise va officiellement fermer ses portes et le 31 août 2021, le procès de Elizabeth va officiellement débuter. Elizabeth va donc plaider non coupable pour tous les chefs d'accusation en prétestant qu'elle aurait été trompée par ses employés. Le 3 janvier 2022, Elizabeth sera reconnue coupable de 4 chefs d'accusation de fraude à l'encontre de ses investisseurs, de 3 chefs d'accusation de fraude électronique et d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique. Puis Elizabeth sera déclarée non coupable pour tous les autres chefs d'accusation et elle attend encore sa peine jusqu'aujourd'hui, sachant qu'elle risque jusqu'à 20 ans de prison. Donc voilà les amis, l'histoire de Elizabeth Holmes. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire. En attendant, rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez. N'oubliez pas que j'ai aussi des podcasts. Donc ces histoires sont aussi disponibles sous forme de podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et que vous n'êtes toujours pas abonné. N'hésitez pas à le faire et cliquez éventuellement sur la cloche de notification. Voilà. Donc on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou je sais pas quoi. Portez-vous bien et faites de bons choix.